Et pour en parler, nous sommes avec Badis Kenissa, spécialiste en relations internationales. Bonsoir Badis Kenissa. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Alors on le voit, il n'y a pas encore de réaction occidentale à cette attaque présumée à Alep. Comment est-ce que vous l'expliquez ? D'habitude, les Occidentaux sont très prompts à réagir. Je pense que, afin de mieux comprendre la situation, il faut peut-être revenir aux tenants de cette problématique. Effectivement, c'est un incident regrettable auquel, encore une fois, c'est les civils qui ont payé le lourd tribut, hélas. Cependant, cet incident, il faut se poser la question, à qui profite-t-il ? D'une part. D'autre part, l'opinion internationale, et notamment le Conseil de sécurité, peut-être temporise de manière à pouvoir mieux comprendre et assimiler la situation. Toujours est-il, je renvoie et je rappelle nos téléspectateurs effectivement que nous sommes aujourd'hui dans un contexte défavorable pour tous, ou du moins pour l'alliance internationale, la coalition menée par Washington, car nous sommes quasiment au point mort des négociations. Faut-il le rappeler que pas plus tard qu'au mois d'octobre, M. de Mistura a claqué la porte quelque part, et d'ailleurs sa démission sera effective à fin novembre, au bout de 4 ans de négociations, ce qui prouve qu'aujourd'hui nous sommes revenus à la case départ quasiment. Mais surtout, il me semble qu'il y a un point important aussi à souligner, celui pendant lequel certaines parties, ou du moins parties occidentales, pensent que la résolution de ce problème passe par une solution diplomatique et politique, alors que pas plus tard que quelques années auparavant, ils étaient dans une dynamique de mise hors d'état de nuire de Bachar al-Assad et du régime syrien. Entre deux, il y a eu l'État islamique qui est apparu effectivement, donc il y a un changement d'intérêt. Et vous avez un autre parti mené par Moscou qui effectivement voit en fait en ce conflit une solution quasi militaire, compte tenu qu'ils ont l'ascendant dans l'absolu. Alors comment est-ce que vous expliquez le fait que les renseignements russes affirment que ces attaques ont été préparées depuis la province d'Idlib, cette province qui est sous la menace d'une offensive militaire depuis quelques mois maintenant. Vous pensez que cet épisode chimique présumé est le prélude au lancement de cette fameuse offensive sur Idlib ? Écoutez, certainement, parce que certains facteurs le démontrent, malheureusement. C'est que, encore une fois, une attaque de cette envergure n'est jamais anodine, n'est jamais hasardeuse. À qui profite-t-elle ? C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. À qui profite-t-elle ? J'ai envie de vous dire, dans l'absolu, selon les éléments que nous avons à ce stade très prématuré, bien évidemment, je pense qu'effectivement, la coalition et le régime de Bachar al-Assad avec les Russes sont dans une position favorable, dans le sens où, n'oublions pas que, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y avait un plan d'une opération militaire qui a été millimétrée et minutieusement préparée de manière à pouvoir reconquérir les territoires du Nord, et notamment la province voisine d'Idlib, et donc qui permettait effectivement au régime de Bachar al-Assad d'avoir une reconquête symbolique, mais surtout une victoire sur le terrain, et qui permettrait effectivement d'avoir un énième ascendant dans les négociations futures. Donc effectivement... Il y a eu entre-temps un accord avec la Turquie, justement pour ne pas lancer cette offensive. Absolument, au mois de septembre, entre les Turcs et les Russes, effectivement, qui ont d'ailleurs dessiné deux aspects majeurs qui peut-être aujourd'hui n'arrangent pas certains ou d'autres. Le premier, c'était effectivement de déclarer une trêve, et le deuxième, c'est aussi de délimiter une zone démilitarisée dans laquelle l'opposition, mais surtout les rebelles et les révolutionnaires devraient quitter, ce qui n'est pas le cas à ce jour d'ailleurs. Et vous pensez que c'est une tentative de saper justement cette trêve qui est fragile à Idlib en tout cas ? Vous savez, je vais vous dire une chose, il n'est jamais facile de faire parler les armes, donc qui plus est dans un contexte dans lequel les civils en payent le lourd tribut. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri effectivement que vous savez, encore une fois, ce conflit s'éternise dans le temps et pour cause, parce qu'il a été externalisé. Cette guerre a été externalisée au profit de certaines forces qui sont plutôt dans une course de leadership régional et mondial. Mais encore une fois, c'est le seul dommage collatéral aujourd'hui que nous voyons et que nous constatons, malheureusement, reste les civils et le peuple syrien. Alors on le voit à Alep, des groupes rebelles sont toujours actifs. Où est-ce qu'en est le gouvernement de Damas dans sa reprise en main de son territoire ? Est-ce qu'il faut encore s'attendre à des insurrections, des poches rebelles encore qui seront actives longtemps sur ce territoire ? Vous savez, vous ne pouvez pas endiguer ces poches-là, combien même sur le terrain, effectivement, et statistiquement parlant, vous y arrivez, il restera toujours des poches ici et là qui vont causer du tort et causer certains dégâts sporadiques. Néanmoins, je pense que il faut revenir un peu aussi sur la genèse un peu de ce conflit, effectivement, que ce soit à Astana
où bon, il y a certains ratages qui ont été soulignés. Ensuite, vous avez aussi les accords de Genève. Vous avez aussi, comme je l'ai expliqué en introduction, les 4 années de négociations. Là, vous avez aussi également la résolution, d'ailleurs, qui fait divergence aujourd'hui, la 2254 du Conseil de sécurité qui a été votée et qui avait émis 3 facteurs non négociables quasiment qui permettraient de planter le décor pour pouvoir négocier par la suite, et notamment la tenue d'élections libres, transparentes, sous l'égide du Conseil de sécurité. Vous avez également la rédaction d'une nouvelle constitution, mais surtout aussi le point crucial, c'est cette gouvernance inclusive et non sectaire. Et je pense que, encore une fois, je me répète, le régime de Bachar al-Assad aujourd'hui juge qu'il est dans une position d'ascendance, voire même parfois par certains aspects de condescendance, pour permettre effectivement d'endiguer le problème militairement parlant et éviter certainement à terme, in fine, des concessions, voire des compromissions avec l'autre partie. Alors on a vu la Russie a riposté en menant des raids aériens. Est-ce que la Russie et l'Iran pourront tenir à bout de bras encore longtemps ce pays, selon vous ? Je suis convaincu, en tout cas, d'une chose, c'est que la solution sera politique. Effectivement, tous les litiges et tous les conflits intercivilisationnels ou même dans le monde ont fini par autour d'une table. Donc effectivement, faut encore une fois encourager le dialogue. Les Russes doivent effectivement et les Occidentaux doivent avoir une volonté politique d'abord pour pouvoir se mettre autour d'une table. Je pense que la démission de M. de Mistura est révélatrice. Pour quelqu'un qu'on qualifie d'optimiste chronique et qui a jeté l'éponge, ça veut dire qu'effectivement nous sommes dans une impasse, en tout cas du dialogue. Il faut, je pense, réinventer ce dialogue à travers des leviers qui permettraient à tout un chacun, mais surtout de mettre au centre du débat le peuple syrien. Merci beaucoup Badis Kenissa d'avoir répondu à nos questions merci à vous. sur RT France.